Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle mouture d'Inprime et je suis en compagnie de Vanina Fanchirin qui va nous accompagner une fois par mois dans cette émission puisque nous allons revoir les souvenirs avec nos invités, les évoquer puisqu'on va parler des sens et de l'essence de l'enfance en compagnie de Vanina. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa et merci de m'accueillir pour cette nouvelle mouture. On va essayer de voir si on réussit à sortir les secrets de l'enfance de nos invités ensemble et puis on va parcourir les chemins un peu magiques et peut-être parfois oubliés de tout ce qui a construit l'adulte et le créatif d'aujourd'hui. Donc un rendez-vous une fois par mois, un accouchement qui ne se fera pas dans la douleur, non, enfin on l'espère en tout cas, oui. Avec des invités, des artistes, des invités divers et variés. Et notre premier invité aujourd'hui c'est Yannick Stara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste, on rigolait tout à l'heure, avec vous, on disait artiste dans tous les sens du terme. On va le découvrir tout au long de la semaine avec vous. Et on va tout d'abord, évidemment, évoquer votre premier souvenir, en tout cas, votre naissance déjà. Vous vous en souvenez pas, ça c'est certain. Mais où êtes-vous né, tout d'abord? À Ajaccio, en 79, au mois d'avril. Et mon premier souvenir, j'avoue que pas quelque chose de précis, mais il y a peut-être un moment marquant, c'est le moment où on a déménagé, parce que mes parents habitaient à Almadonouch. Et quand on a déménagé pour venir habiter au quartier Saint-Jean, je devais avoir entre 5 et 6 ans. C'est le moment du CP, donc à peu près au milieu du CP. Et voilà, ça c'est vrai que ça m'a marqué. Donc j'ai quelques souvenirs qui me restent de la période d'avant, mais qui sont très vagues. Et par contre, à partir de Saint-Jean, c'est beaucoup plus clair. Et qu'est-ce qui t'a marqué justement à ce moment-là, les premières sensations? Qu'est-ce qui te reste justement de cette époque-là quand tu arrives dans ce quartier? Alors, c'est assez partagé en fait. La première sensation, c'est le changement d'école qui a été un peu complexe. Donc je passais de la maternelle des Salines, ou du CP des Salines où j'avais fait une première partie de l'année pour venir intégrer une nouvelle classe où les autres camarades étaient déjà plus ou moins avaient en tout cas des affinités. Et voilà, ça c'était un petit peu stressant. Et d'un autre côté, pas longtemps après, il y a eu l'arrivée de mon petit frère, avec lequel on a 6 ans d'écart. Et là où ça a été beaucoup plus gai à la maison, plus joyeux dans l'ensemble. Et la sensation, par exemple, à la maison, qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, je sais pas, des musiques ou des choses qui t'ont marqué ou oui. Qu'est-ce qui t'a marqué en premier, par exemple, les premières musiques peut-être qu'écoutaient tes parents ou toi, que tu entendais à la radio? Mes parents ont toujours écouté de la musique et c'était la musique des années 70, à cheval entre une espèce d'électro naissante et le disco qui sortait, qui finissait plus ou moins. Et niveau musique, ça a été partagé entre ça, donc ce monde électro-disco et de la musique corse, essentiellement les mouvries. Est-ce que ça t'a aidé peut-être à construire sur le long terme un univers musical? On sait qu'on est imprégné souvent dès l'enfance de ces premières sonorités qu'on entend. Et est-ce que justement ça contribue à cet héritage musical qui fait parfois l'artiste que l'on peut être des années C'est vrai, mais à après. Quantifier, je trouve que c'est compliqué de quantifier quel est l'impact réel de ce qu'on écoute quand on est gamin. Sûrement que ça ressort à un moment donné, ça j'en doute pas une seconde. À la rigueur, ce qui a pu ressortir, c'est peut-être les morceaux les plus folk de l'époque. Oui. Il y avait aussi cette période-là, fin 70. Il y a un morceau particulier dont tu te souviens qui est vraiment t'a marqué, tu l'as écouté, réécouté souvent. On a des choses même dans l'enfance, ça commence par exemple, écoute, moi par exemple c'était Tangerine Dreams à l'époque, et je pense qu'on a tous quelque part, Lisa, on a tous peut-être une musique comme ça, une chanson ou un artiste, parfois. Oui, ou même un artiste, tout à fait. Il y avait Simon Garfunkel c'est une chanson qui est, surtout le Sound of Silence là, qui me touche toujours, parce que je trouve qu'interprétée par eux, elle est magique, et étonnamment, interprétée par d'autres, ça fonctionne pas, très rarement. Et en dehors de ça, il y a des musiques qui me sont restées, mais je serais incapable de donner les titres ou le nom des artistes de l'époque, parce que je connais que les mélodies et chanter en yaourt, comme je le faisais quand j'avais 6 ans. Donc, il y a cette complexité-là. Outre la musique, il y a aussi les bruits de la ville, les bruits des quartiers. Saint-Jean, donc c'est un quartier d'Ajaccio, un quartier dit populaire, même si j'aime pas cette façon de définir peut-être un quartier. Est-ce qu'il y avait des bruits qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, puisque on le sait, les gens vivaient encore dehors à cette époque. Tout le temps. Des bruits qui t'ont marqué? C'est pas tellement des bruits, en fait, c'est l'absence de bruit.
Parce que pour un quartier populaire, moi non plus, je suis pas fan du terme. Hein, je sais pas trop ce que ça veut dire populaire en fait. On était dans une partie du quartier, à côté de l'Ade, avec Camanan, il n'y avait pas encore la résidence Sainte-Cécile. Le chemin de Biancaril, voilà, pour le situer pour les auditeurs. Le chemin de Biancaril, bon, nous c'était sur la partie vraiment la montée Saint-Jean, en fait, où il y a maintenant le vétérinaire, l'église, etc. Nous on était là, et sur un immeuble qui est un peu reculé de la route. Donc le gros avantage, c'est que mes parents, comme les parents des autres enfants de l'immeuble, nous laissaient jouer en bas sans aucun souci, puisqu'il y avait très peu de voitures. Et c'était vraiment très retiré. Et du coup, l'absence de bruit m'a peut-être plus marqué que le bruit lui-même. Des bruits de campagne, parce qu'on le sait, c'est quand même entouré de... Eh oui, il y a le Lorette à côté. Il y a des grands terrains agricoles, etc. encore derrière. C'est peut-être justement une vie mi-ville, mi-campagne. C'est ça. Parce que moi, j'ai grandi avec mon petit vélo, aller voir mes copains qui habitaient en dessous Castelluccio. Oui, donc il y a les jeux d'enfants, il y a les sons des jeux d'enfants aussi. Ouais. Il y a... Et puis un truc que je ne ferais pas aujourd'hui, je pense, avec mon fils, c'est à 7-8 ans, prendre le vélo et partir se faire 2 ou 3 km pour aller en campagne, sur la route. Ouais. Aujourd'hui, ça paraît improbable. Et moi, c'était quasiment mon quotidien. J'avais le droit de partir 1 heure ou 2, et puis je revenais, il n'y avait aucun souci. Et donc, tu avais la sensation de ce goût de liberté, justement, déjà si petit, au fond, et de cette indépendance. Ouais, ça a peut-être joué, par contre. Ça a joué, ouais. Yannick, Vanina, on se retrouve demain, en votre compagnie tous les deux. Évidemment, on va continuer à parler de l'essence de l'enfance et d'essence. En tout cas, aujourd'hui, on a eu un petit aperçu de cette vie entre musique et bruit de campagne. On continuera demain. Merci, au revoir. Merci. Bonjour, bienvenue dans les primes. Nous sommes mardi pour cette nouvelle mouture, cette première émission en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Et nous sommes en compagnie de Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, on évoque aujourd'hui l'essence de l'enfance pour cette semaine, cette semaine nouvelle version avec Vanina. Tout à fait. Et hier, on a parlé de bruit, on a parlé de musique. Ouais. Moi, j'ai envie aujourd'hui de parler de cuisine. De ça cuisine. Tombe bien. De goût, en général. On est tout à fait d'accord, parce que franchement, le son amène souvent à un autre plaisir, qui est celui, évidemment, de la bouche, donc la gourmandise enfantine. Alors, justement, Yannick, on a envie de savoir quelles étaient, justement, tes gourmandises. Elle n'est pas qu'enfantine, la gourmandise. Non, mais elle est restée, peut-être, elle part de là, oui, elle est ancrée, peut-être. J'entends quelques cliquetis de casseroles, là. De casseroles. De marmites à l'ancienne. Oui, absolument. Elle était couverte. Alors, chez toi, justement, ou peut-être, quel est ton premier choc amoureux gustatif parce que l'enfance, c'est rempli de bonbons, de gâteaux, de premiers plats un peu surprenants, des fois. Ouais, plutôt les plats. Plus que les bonbons. Bon, les bonbons, évidemment, avec les copains, on allait s'acheter des bonbons comme tous les gamins, mais le premier ancrage gustatif, ça va être chez les grands-mères. Ça reste la base de tout. Ça, c'est la base. Est-ce que les mamans, déjà des années 80, étaient au surgelé? Ça, c'est le cliché, ça. Pas vraiment. Pas vraiment, mais... voilà, oui, la cuisine des grands-mères, avec une grand-mère italienne qui cuisinait... très méditerranéen, et une grand-mère corse du Cap qui est née et qui a grandi la première partie de sa vie à Saint-Domingue, donc avec une cuisine radicalement différente, et voilà. Donc elle te donnait vraiment ce goût, peut-être aussi d'une cuisine plus exotique, plus particulière. Non, c'est pas tellement exotique en fait. Je pense qu'un des plats qu'elle faisait qui était le plus exotique, ça va être le poulet au riz. Oui, donc effectivement, avec des épices. Ouais, c'est pas, peut-être. Même pas. Pas vraiment d'épices, mais c'était la façon de le cuisiner tout à la cocotte, tous les ingrédients en même temps, laisser mijoter, etc. C'est quelque chose qui se faisait pas tellement en Corse il y a quelques années. Et sinon, non, c'était une cuisine plutôt orientée traditionnelle corse. Agneau et compagnie. Alors c'est amusant parce que je t'écoute et je me rends compte que finalement tu étais plus porté sur le plat, sur le plat préparé, la cuisine, le salé. Les enfants racontent souvent des souvenirs de sucré. Non, moi c'est plus le... étonnamment, par goût, je suis très sucré, j'avoue. Quelque part, je revendique. On voit la mine gourmande. La mine réjouie. La mine réjouie, gourmande. Mais effectivement, ce qui me marque plus que le sucré, c'est le plat. Parce que probablement que le sucré, c'est plus difficile à trouver du sucré de bonne qualité. Il y a peut-être aussi, bon après ça n'engage que moi, mais la cuisine corse, c'est une cuisine plutôt salée. Il y a peu de desserts. Tout à fait. Donc forcément, ce qui reste de la cuisine des grands-mères, c'est, je sais pas moi, les pâtes, le sauté de veau, ce genre de choses, toutes ces choses qui mijotaient, la soupe aussi qui mijotait toute la journée. Voilà, c'est des choses qui restent parce que finalement ça embaumait toute la journée la maison. Il y avait ces odeurs Puis il y a toute une ambiance. Comme ça prend des heures à préparer, on a vraiment l'image
de la maman ou de la grand-mère derrière le fourneau pendant un certain temps, quoi. Est-ce que ça te reste justement, est-ce que tu transmets ça justement à tes enfants aujourd'hui? Est-ce que toi ça continue de t'habiter, ce goût finalement c'est comme un fantôme sympathique? C'est même pas un fantôme, mais toujours vivant. Hein, Donc, mais oui, ça continue de m'habiter, même si j'ai un peu moins le temps de cuisiner. Ma femme cuisine beaucoup, elle adore ça, et du coup, mon grand il commence à prendre le chemin avec son petit tabouret, il casse les œufs, il fait les gâteaux, il décore les gâteaux, il aide maman à la cuisine, et voilà. Oui, donc il y a vraiment quand même une transmission, quelque part ça reste, et finalement ça passe d'enfant en enfant, de grand enfant à voilà. Il y a aussi une nostalgie dans le goût, parce qu'on le sait souvent, on se dit toujours c'était meilleur avant, la grand-mère cuisinait mieux que tous les restaurateurs chevronnés. Pâte en sauce de ma grand-mère paternelle. Il n'y a personne qui arrive à le faire. Voilà. Dans le monde entier, on peut chercher, il n'y a personne qui sait faire ça. Et puis on a tous aussi souvent le bonbon, on va dire phare. Souvent quand les amis reviennent, ils disent ah oui, ça me rappelle mon enfance, l'ourson à la guimauve. Ou, oui, par exemple. Voilà, il y avait des choses assez qu'on achetait en cachette souvent, ou alors avec un tout petit peu de sous que nous donnaient les parents. Ouais, c'est ça. Voilà, et qu'on amenait justement sur le terrain de jeu avec les enfants. Ou qu'on trouvait par terre. Ah, qu'on trouvait par terre. La pièce qu'on trouvait par terre, ça, c'était la meilleure pièce du monde. La pièce de 10 francs. Quand c'était 10 francs, c'était le trésor le absolu. Bout du monde, c'est ça. On pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Et tous ces souvenirs, tu les portes toujours aujourd'hui justement avec ces goûts. Alors on évoquait justement la musique, finalement vient s'ajouter justement ce goût, ce qui commence à créer un univers assez précis justement de ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est quelque chose qui t'accompagne encore un peu? Probablement, mais peut-être de manière plus inconsciente, je dirais. Ça m'accompagne quand j'y pense. Voilà. Est-ce que ta Madeleine de Proust, ce serait pas finalement écouter Simon & Garfunkel en mangeant une pasta shoot devant tranquillement, non. Avec des bruits de campagne derrière? Étonnamment, non, puisque la nostalgie doit rester un peu où elle est. Le passé était très bien dans le passé, et le reproduire aujourd'hui, on sait que c'est impossible. Donc du coup, c'est une quête un peu vaine. Et ça peut amener que de la tristesse ou de la mélancolie. Donc j'essaye de me réguler sur le plan de la tristesse et de la mélancolie. On sent que tu n'es pas un homme nostalgique. Tu vas de l'avant. J'essaie de ne pas l'être. Voilà. Tu essaies de voilà. Et c'est bien parce que donc du coup, on passe du goût, et je trouve que souvent, en général, le goût est accompagné des parfums, parce que quand on parle de cuisine, on parle de goût, et on parle aussi de tout ce qui est parfum, odeur, des choses qui nous marquent aussi. Alors comme on parle d'essence justement de l'enfance, parce que c'est ça qui nous marque, est-ce que justement tu peux déjà commencer à évoquer un parfum ou une odeur particulière qui vraiment pour toi c'est l'odeur de l'enfance? Le printemps. Voilà, c'est ma saison préférée en fait, le printemps, et c'est vraiment toutes les odeurs, tout le panel de parfums et de senteurs qu'on peut avoir à ce moment-là, surtout chez nous. Enfin, le maquis corse au printemps. Voilà. Le maquis corse au printemps, les asphodèles, tout ce qu'on peut trouver dans la nature au printemps, c'est vraiment la période qui est juste avant les vacances d'été, celle où on fait un peu moins d'école, où on a plus de temps libre et on a toujours les copains sous la main, donc du coup... Et ça, donc, tu as gardé vraiment un souvenir de ça, vraiment de ces printemps de l'enfance. L'herbe coupée fraîche, à chaque fois que j'ai ce parfum qui me revient, à chaque fois ça me rappelle mon enfance et ça me fait repenser à des millions de scènes qu'on a vécues avec mes amis pirates, corsaires, chevaliers. Ah, c'est génial. Voilà, c'est très et ça, évidemment, on continuera à parler de ces souvenirs d'enfance demain, Vanina et Yannick. Et puis de ces sens, on l'a bien vu, on n'a pas déjà parcouru en tout cas 3 en votre compagnie. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprima, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Vanina Vanchirin, ma consoeur. Bonjour. Lisa. Et Yannick Stara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes artiste, on l'a vu tout au long de cette semaine, cette courte semaine, puisque nous sommes mercredi. Nous avons évoqué ces souvenirs d'enfance. On a parlé hier de parfum, en tout cas de ce parfum de maquis corse, tel Napoléon Bonaparte. Oui, probablement. En tout cas, c'est ce qui marque beaucoup les personnes qui sont liées à la Corse, qu'elles soient corse ou amoureux de la Corse. Cette odeur de la Corse, elle est quand même très particulière, on la porte avec soi. J'imagine que peut-être, je ne sais pas si vous avez vécu un temps à l'extérieur, mais c'est une odeur qu'on porte avec nous. Quand on rentre, quand on pose le pied, que ce soit sur le port ou en descendant de l'avion, tout de suite, c'est cette odeur. Il y a quelque chose de très tellurique dans ce truc, dans ce rapport aux odeurs de maquis, de fleurs. Bon, sûrement qu'elles sont très prononcées, mais c'est vrai que quand on les sent, le lien se fait directement. Et c'est un lien très profond, probablement.
Et les souvenirs affluent justement quand on arrive, parce que ce fameux choc souvent justement qu'on a tous un peu quand on descend de l'avion, est-ce que tu as des souvenirs justement qui affluent à travers ces odeurs, des choses... Parce on a évoqué la cuisine qui était une chose qui t'avait donc marqué, évidemment c'est lié forcément avec l'odeur, mais souvent il y a une chose qu'on oublie, parfois tu parles justement du maquis et de son odeur. Je trouve que finalement c'est une odeur très féminine, finalement, souvent assez capiteuse. Comme la Corse. Voilà, c'est la Corse, c'est ça, elle est féminine et capiteuse finalement. L'odeur, c'est rentrer à la maison, quoi, tout simplement. Voilà. Et on revient à la maison, d'ailleurs, on revient chez maman, on revient dans son nid, enfin, c'est de rentrer chez soi. Et du coup, le parfum est indissociable du fait de rentrer chez soi. Ça déclenche en tout cas le sentiment d'y être arrivé. Voilà, on y est. C'est assez étonnant parce que on peut se demander si finalement cette chose un peu magique, ce lien un peu magique, se produit peut-être dans d'autres régions, dans d'autres pays. Sûrement. Il y a cette odeur particulière parce qu'on en parle beaucoup pour la Corse. Est-ce que finalement, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, il y a un lien particulier. Bon, comme c'est très subjectif, je suppose que chacun a le sien. Maintenant... Je suppose aussi que chacun a le sien. Quand on voyage, on le sait. Après, justement, on a ce choc quand on revient, ce dont tu parlais, justement, de retourner à la mer, aux côtés du ventre maternel. Non, mais c'est ça, absolument. Et justement, moi, je suis assez curieuse de savoir, est-ce que tu as gardé le souvenir du parfum de ta maman, justement. Souvent, les gens disent, ma maman, elle sentait la guimauve, la fleur, le jasmin. Le souvenir du parfum de quand j'étais petit, je suis pas certain, mais ma mère adore les parfums, elle est tout le temps parfumée, et elle a quand même marche par période. Du coup, y a pas... voilà, c'est son côté créatif qui s'exprime de cette façon-là notamment, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps parfumée, pomponnée, très coquette. On retrouve la pluralité finalement chez toi aussi, parce que c'est drôle cette alternance et cette variété. Là tu m'en parles, et quand on connaît ton œuvre justement picturale et graphique, parce que tu es graphiste, on découvre justement ce côté kaléidoscope et diversité. Finalement c'est amusant parce que, je sais pas, dans ma tête ça m'a fait une espèce de parallèle. Ça fait un flash. Oui, ça fait un petit flash là tout d'un coup d'un parallèle. Oui, je sais pas, oui, c'est la créativité, je suppose. Hein. Oui. Qui s'exprime de cette façon-là, donc à travers les parfums, mais à travers d'autres choses aussi. Bien sûr. Mais il y a un lien. De toute façon, le comportement ne fait que refléter ce qu'on a à l'intérieur. Donc, Pardon. Vas-y. Justement, en termes de couleurs, souvent, donc on l'a vu, il y a les parfums, il y a les couleurs aussi. Est-ce qu'il y a des couleurs qui restent de l'enfance? Bon, après, il y a évidemment les couleurs de la Corse, ce bleu intense, ce soleil, ces couleurs vives, etc. Parfois même le noir aussi. Le noir, des personnes âgées, dans les années, on peut le dire, dans les années 80-90, il y avait encore beaucoup de personnes qui s'habillaient en noir. Qu'est-ce qui reste comme couleur, finalement? Ma couleur, c'est le rouge. Là, c'est bien. Là, on est bien placé dans le studio d'Alta Frequenza. Ça aussi, c'est rouge. Ça tombe bien. Alors, voilà, c'est le cadre parfait. Non, j'ai une grande affection pour la couleur rouge, mais depuis des années. D'ailleurs, quand j'avais démarré mon activité d'artiste graphiste en 2004, la couleur du studio, c'était rouge. Il y avait beaucoup d'éléments qui tournaient autour du rouge. Et c'est resté. Mais justement, le rouge, c'est souvent la première couleur qu'aiment les enfants. C'est étonnant. Ouais, mais après, ça change relativement vite. Je vois mon fils aussi, il a démarré sur le rouge, et puis là, progressivement, je vois qu'il est en train de basculer un peu sur le bleu. Il est allé chez papa, puis après, il quitte papa, l'air de rien, le port paternel, ça y est, il prend sa liberté. C'est peut-être une façon de... Qu'est-ce que ça évoque, justement, le rouge pour toi, alors? Qu'est-ce que c'est comme sensation? Qu'est-ce que ça te le rouge, c'est l'intensité, c'est la passion, c'est l'aspect spontané, c'est l'énergie... Enfin voilà, c'est tout, c'est ma vie, quoi, quelque part. Oui. Donc visuellement, au fond, c'est un peu ton émotion visuelle, cet amour justement. J'en reviens toujours au sens parce que c'est à travers ça qu'on réussit à te découvrir. Donc finalement, dans tes œuvres, est-ce que c'est une couleur que tu mets de façon récurrente ou au contraire, des fois, tu t'en éloignes peut-être pour mieux la redécouvrir? Comment ça se passe? Alors, elle est récurrente, ça c'est un fait. Le rouge, il a toujours une place très particulière dans mon travail, tout simplement parce qu'il véhicule les émotions sur lesquelles je vais exprimer des choses. Bon, ça c'est le premier point. Mais après, c'est vrai qu'il faut savoir le quitter, parce que tout le temps rouge, et trop de rouge, du coup l'aspect sanguinolent, enfin tout ce qui peut venir un petit peu angoissant avec, auprès du public, c'est peut-être compliqué tout le temps, et à expliquer pour moi, parce qu'il y a une démarche derrière, et à comprendre de la part du public, parce que c'est un peu trop rébarbatif au bout d'un certain temps. Donc, mais le quitter pour faire des espèces de phases d'aération comme ça, où finalement on va mieux y revenir,
Oui, ça je l'ai fait, notamment en passant du rouge à un beige un peu vert, un peu teinté, ou alors sur des tableaux complètement bleus et ocre, voilà, pour partir sur des contrastes et des énergies différentes. Hein, ça. Alors, s'il faut expliquer quand même aux auditeurs, ton univers, quand on voit justement tes œuvres, elles sont justement comme quand je parlais de kaléidoscope, justement, qui est aussi un petit objet qu'on a tous aimé dans notre enfance. Ouais. Justement, tu nous amènes aussi, on peut aussi y retrouver cette richesse-là, mais aussi la richesse de la nature. Tu parlais de la foison de la nature. Je trouve que dans tes œuvres, on y retrouve justement cette richesse, ce sens précis du détail, et puis des choses plus secrètes, parce que les enfants, ouais. C'est plein de chuchotements, c'est plein de secrets, et il me semble que dans tes œuvres, il y a des messages un peu secrets, peut-être pas forcément conscients, mais qui passent. C'est pas secret. Il y a forcément une part inconsciente qui s'exprime, mais j'essaye là aussi de la maîtriser le plus possible, parce que mon travail, en fait, c'est le reflet d'une réflexion sur la vie dans le sens large du terme. Ça paraît bateau, dit comme ça au micro d'une radio, mais il y a quand même des questions fondamentales qui remontent à des âges différents. On avance, le temps, il paraît que ça passe. Et c'est vrai que du coup, j'essaie d'exprimer des choses qui vont peut-être pas jusqu'à l'ordre du secret, parce que quand on sait les lire, elles y sont, mais des choses chuchotées, murmurées, ça ouais, j'aime bien, je te pique l'idée. et c'est vrai que ça me permet d'exprimer un panel à la fois sur la symétrie, le travail que je fais récemment sur la symétrie, sur le fait que notre cerveau, quoi qu'il arrive, va déceler des visages là où il n'y en a pas, va imaginer des créatures là où il n'y en a pas, donc voilà, je travaille sur l'angoisse, la peur, la joie, le futurisme, si on peut appeler ça comme ça, même si dans l'histoire de l'art ça résonne différemment. Mais voilà, il y a de la fiction, il y a du rêve. Mais finalement, on retrouve vraiment justement cet aspect de l'enfance, trouver des visages qui n'a pas regardé dans les nuages ou dans les feuillages, des visages qui apparaissaient. Et finalement, quelque part, tu prolonges cette magie à travers tes tableaux. Tu nous invites à un voyage, à un retour dans notre enfant intérieur, peut-être, sans le vouloir, mais peut-être. Je ne sais pas si je prolonge la magie, mais en tout cas, j'essaie de développer une caractéristique qu'on a et qui nous interroge à travers un bestiaire différent. Magie que nous prolongerons demain. Moi, je la casse justement, cette magie, puisqu'on se retrouve demain pour notre avant-dernière émission. À demain, au revoir. À demain. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza. Je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.coursica en vidéo et en podcast. Et je suis toujours en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick, qui est sur le grill depuis une semaine. Bon, allez, c'est pas désagréable. Non, c'est un grill doux. On se fait rôtir tranquillement. Justement, on parlait de rouge hier. On était sur le rouge. On va parler de sensations. Le rouge aussi, ça évoque des sensations. Ah oui, c'est sûr. La sensation, pour moi, en tout cas, je ne sais pas toi, Lisa, mais le toucher. Exactement. Peut-être un peu. Il y a quelque chose de charnel. Voilà, de charnel. Tout de suite, ouais, ça nous évoque des choses plus comme le velours. Alors, justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que toi, justement, Yannick, tu ressens à propos de ce toucher. Quelles sont tes sensations, justement, par rapport à l'enfance et au toucher, si il t'en reste. Et sinon... Oui, il en reste, mais c'est marrant, parce que je m'interrogeais sur le toucher il y a quelques temps de ça. Comme j'ai bricolé à la maison récemment, j'ai fait un parallèle tout bête. Je vois mon père qui travaille régulièrement de ses mains, qui pioche, qui fait le jardin, qui a les mains dans la terre, qui bâtit des murs, qui s'active toujours et qui utilise très souvent ses mains, tout le temps ses mains. Il a finalement un toucher qui est capable de ressentir un panel plus complexe de textures que moi, qui suis beaucoup plus citadin. Et c'est vrai qu'au toucher, ça m'a surpris parce que j'avais du mal à faire la différence, par exemple, en texture entre, je sais pas moi, le manche d'un marteau et un autre élément que j'ai eu sous la main à ce moment-là. Et ça m'a paru dommage. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant de découvrir ça maintenant, en fait. Ben ouais, à 40 balais. Pourtant, l'artiste travaille beaucoup ici sur la matière, avec la matière, donc le toucher, c'est important. Donc j'imagine quand même que l'artiste, il a un panel plus développé qu'une personne lambda qui travaille dans un bureau. Voilà. Ouais, mais sur une approche de l'art qui est beaucoup plus visuelle. Et en plus, je fais pas de peinture, enfin, je fais plus de peinture en direct. Du coup, j'ai moins le rapport à la matière, à part via un écran, parce que je fais énormément de peinture numérique. Et donc je retrouve mes textures visuellement, je retrouve des profondeurs et des choses complexes que je veux expérimenter ou que je veux mettre en place pour une narration, pour ce que je veux développer. Mais par contre, le toucher, je l'ai plus véritablement.
Mais c'est étonnant parce que finalement, je trouve souvent que dans tes œuvres, bizarrement, visuellement, elles sont presque faites en 3D parce que c'est vraiment la sensation qu'on pourrait avoir. C'est ça. Ouais. Alors, et avec, comme tu dis très justement, des textures, etc. Donc presque on pourrait avoir, tu nous traduis par le visuel, en fait, une forme de toucher. C'est un toucher, c'est étrange, c'est un toucher visuel. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la recherche que tu as, parce que finalement, elle est extrêmement... D'abord, tu nous parles de choses qui sont comme le rouge, avec... Il y a toujours... Il y a une espèce de pudeur presque chez toi quand tu exprimes l'essence. Probablement. Oui, et le toucher fait partie, justement, même dans ta peinture, il y a quelque chose de très pudique. Il y a ce côté où tu nous exprimes des matières. Parce que dans mon travail, en fait, je présente aux gens. Je ne veux pas leur imposer... et la façon de percevoir et la totalité du message. Alors je mets le plus d'indices possibles en place pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai eu envie d'exprimer. Donc je développe comme ça une forme de langage plus ou moins codifié, même si c'est très loin de la complexité d'un langage. Hein. Mais en tout cas, il y a des clés que je mets en place qui ne sont pas si complexes que ça finalement, même si les images ont l'air complexes et terriblement chiadées avec beaucoup de détails. Mais après, j'essaie de laisser un maximum de liberté et d'espace aux gens pour qu'ils puissent apprécier ou pas faire leur chemin, quoi. Je me trompe peut-être, mais on sent chez l'artiste et on sent chez la personne une forme de pudeur, de réserve peut-être aussi. Ouais. Après, c'est peut-être lié aussi à l'intensité que peut avoir l'artiste, justement, puisque ça travaille, ça bouillonne à l'intérieur, c'est vrai. Ah oui, et donc finalement, ce monde intérieur, il vaut mieux presque le garder en soi, peut-être de peur d'effrayer aussi l'autre en face. Pas forcément d'effrayer, mais... Avec le temps, je me rends compte que je ne suis pas là pour faire une démonstration de force. Donc, plus jeune, ça a pu m'arriver, mais j'essaye en tout cas de ne plus le faire. Après, cette réserve et cette pudeur, je la trouve normale dans un monde où on en a de moins en moins. Moi, j'essaye de m'ancrer à des valeurs qui sont plus humanistes, plus rationnelles, plus mesurées, parce qu'on manque peut-être un peu de mesure sur beaucoup de choses. Donc voilà, j'essaie de ne pas me mettre moi en avant parce que c'est pas moi qui suis intéressant, c'est ce que j'essaie de raconter, les idées que j'essaie de développer. Quand je fais des références à la physique quantique, c'est plus intéressant que ce que j'ai fait moi à tel jour, à tel moment, ou est-ce qu'on m'a pris en photo ou pas. Quand je fais référence à la philosophie ou à la littérature ou à la poésie qu'on a tendance à oublier de nos jours, ça me semble plus intéressant que ma propre personne. Donc... En même temps, c'est aussi la traduction de ce que tu es, justement, de ce cheminement, justement, depuis ta naissance, de tout ce qui t'a construit, qui fait l'œuvre que tu crées aujourd'hui. Probablement, oui. Donc c'est ce qui rend ton œuvre, justement, intéressante. On ne va pas voir l'œuvre de quelqu'un d'autre, on va voir l'œuvre de Yannick Stara, avec tout ce que ça comporte, justement, tout ce dont on parlait auparavant, les sensations, la perception, le développement, parce que tu parles justement... Le développement, oui, bien sûr. Tu parles du fait que tu as été à un moment beaucoup plus, on va dire, dans une certaine violence plus démonstrative, ouais, et puis maintenant... Ouais. Mais bon, à 20 ans, quelque part, ça va avec, quoi. Ça fait partie de la panoplie. Après, à bientôt 40, on a tendance à rationaliser les choses, on se rend compte qu'on est, et d'une, pas le centre du monde, et de deux, pas forcément le meilleur du monde, donc on travaille, on se met au boulot, et voilà, on bosse tous les jours. Pour conclure en fait sur ces sens, puisque demain on va parler plus d'actu, oui, tout à fait. etc., moi, je voudrais savoir quel a été le grand choc artistique, ce moment où on tombe sur une œuvre, on dit modestement j'ai envie de faire ça, mais non, mais il y a la première, celle qui est liée à l'enfance, où on découvre peut-être l'art, où on découvre le premier choc. Ce qui est complexe, c'est qu'on a des premiers qui apparaissent à rebours. Donc moi j'ai eu des premiers chocs très tôt parce que j'avais un grand-père qui était enseignant de français, histoire géo, d'abord à l'école de Morosaille, donc il était instituteur au village, et ensuite au lycée Fesch à Ajaccio, qui était passionné de littérature, et notamment la littérature des Lumières, tout ce qui était 18e, 19e siècle, avec Chateaubriand, Victor Hugo, bon après des auteurs plus anciens aussi, et il m'a... bien rempli la tête quand j'étais petit, et je comprenais pas pourquoi il me récitait tous ces poèmes, et c'est venu après coup. Donc du coup, Victor Hugo est une référence de manière sûre. Mais il y a aussi des peintres anglais du 19e comme Turner, il y a des artistes contemporains, des designers contemporains qui m'influencent tout le temps, et j'ai des chocs en fait très régulièrement. Mais voilà, s'il devait y avoir un premier, ce serait William Turner avec le Pont du Diable au 19e. Voilà, c'est une œuvre magique. C'est énorme. Merci beaucoup Yannick, on se retrouve demain. Merci Vanina, et à demain on va parler d'actu. Enfin d'actu. De vos projets. Merci, à demain. Merci.
Bonjour, bienvenue dans l'Imprime. Nous sommes vendredi pour cette dernière émission de cette première mouture en compagnie de Vanina von Schirrin. Bonjour Vanina. Bonjour Lisa. Alors, l'essence de l'enfance, c'était cette semaine avec Yannick Stara. Bonjour Yannick. Bonjour. On a parlé de vos souvenirs. Oui. Voilà, on vous connaît un peu mieux d'ailleurs à la fin de cette semaine, mais là on va parler d'actu, on va parler de la sortie prochaine, imminente, je dirais même, d'un conte fantastique chez Albiane. Oui. Vous allez nous en dire 2 mots, avec une mise en musique aussi, donc il y a l'ouvrage, et puis évidemment la mise en musique de Carmin Belgodère. C'est ça, avec Carmin, ça va faire 4 ans qu'on travaille à développer ce projet, qui est un conte fantastique, vous l'avez dit, qui parle en gros d'un ange déchu qui se retrouve sur Terre sans que personne ne le sache, et puis qui, dans un premier temps, va être très en colère par rapport à ce qui lui est arrivé, puis va redécouvrir une espèce de nouvelle vie en tombant notamment amoureux d'une humaine. L'essence. Voilà, on y est en plein, c'est le conte, l'essence. Voilà, le conte s'appelle Messager Oumoud, en bilingue, et donc voilà, sorti fin septembre, édité par Albiane, avec qui on a eu une relation très sympa. Voilà. Et la genèse un peu justement de cette œuvre, alors c'est ça m'intéresse, parce que c'est toujours ce qui se passe au départ, la naissance, alors raconte-nous justement. Avec Carmin, on collabore depuis 2005, notamment avec le groupe Mana. Donc j'ai fait les pochettes du groupe, j'ai fait l'habillage scénique qu'il y avait lorsqu'on faisait de la vidéoprojection, avec des choses interactives, animées, etc. Et puis un jour, on avait toujours dans un coin de tête l'idée ou l'envie de faire quelque chose d'un peu à part. Et un jour, autour d'un café, tout simplement, Carmin me dit « j'aimerais bien faire un conte ». Voilà. Du coup, conte, moi sur le coup je savais pas trop si c'était conte pour enfants, conte pour adultes, et puis en discutant il me laisse carte blanche, j'ai commencé à développer un petit synopsis sur cette histoire-là. Banco, lui il avait des morceaux sur lesquels il travaillait depuis quelques temps, et puis il a complété en fait l'histoire en créant spécifiquement pour le projet, quoi. Donc c'est un 4 mains, c'est 2 univers qui se rencontrent. Ouais. Vos univers étaient complémentaires ou au contraire similaires? Vous vous connaissiez déjà d'avant, donc peut-être vous connaissiez déjà vos univers. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors ce sont des univers différents, mais finalement pas si loin. Parce que lui, il est très ancré dans une culture folk, rock anglaise années 70. Alors que moi, c'était pas vraiment ma tasse de thé à ce moment-là. J'étais plus métal américain des années 90-2000. Et là, il y a le retour à l'enfance. Ouais, on en parlait en début de semaine. Il y a le retour, c'est sonorité de l'enfance. Ouais, aussi. Et du coup, bon, par contre, on a... Bon, Carmin, sur la musique corse, c'est un des monuments qu'on est en ce moment, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui a une approche de la musique corse qui est très spécifique, très particulière, et avec un développement et une intensité qui sont remarquables, je trouve. Et puis il y a cette présence de la langue corse, cette façon aussi d'écrire en bilingue. Ouais. Ça aussi, ça renvoie à l'enfance, cette dualité, finalement, savoir passer d'une langue à l'autre. Alors là, étonnamment, c'est pas que ça me renvoie en enfance, mais ça me permet de pallier à ce que j'ai pas eu en enfance. Parce que la langue corse, moi, j'ai pas eu accès directement. Enfin, mon père parle, mes grands-parents, enfin mon grand-père maternel parlait très bien le corse, mes grands-parents paternels venaient de Sardaigne, mais bon, là-bas il y a un patois qui ressemble étonnamment au corse. Ouais, selon les régions, bien sûr. Sur le nord de la Sardaigne, il y a quelque chose qui est hyper proche, c'est le galourez. Et du coup, bon, j'ai l'oreille qui s'est faite quand j'étais plus ou moins gamin, mais par contre, le parler, j'ai pas eu accès parce qu'il y avait toujours un peu de honte, ou c'était pas la bonne période, je pense. On est dans une meilleure période. Mais il y a une absorption qui se fait justement, voilà, on entend. Le cerveau réagit quand même. Et le cerveau Et à la naissance de mon garçon, je me suis dit, c'est pas possible qu'un gamin corse, de famille corse, qui naît sur l'île de Corse, se retrouve sans parler, sans plus aucun lien, quoi. Déjà que moi j'étais sur un lien très ténu. Et du coup, je m'y suis remis, donc j'ai essayé de réapprendre, j'ai réouvert les livres, je me suis redocumenté, et ça m'a donné envie d'écrire. Et de passer par l'écriture, j'ai sauté en fait la barrière de la honte à l'oral. Parce que j'avais le temps de réfléchir à ma phrase, de la remettre dans le bon ordre, de corriger mes verbes, enfin voilà, tout ça. Et voilà, en passant par l'écrit, ça a donné ce projet, donc 4 ans d'écriture et de correction. J'espère qu'il est à peu près abouti, et que sur la langue, en tout cas, les gens comprendront la démarche. Il y a toujours une appréhension, hein, justement, oui, quand on n'est pas un spécialiste de la langue corse, de passer justement ce cap, de vouloir écrire en corse, quand après on publie,
On a cette crainte, hein, c'est de justement l'œil du public, là, il est véritablement important, oui le retour en tout cas. Sur un projet court, j'aurais eu une crainte plus grande. Là aujourd'hui, sur 4 ans de réflexion, de lecture, de relecture, puis ce sont des textes que j'ai partagés avec beaucoup d'amis, certains sont enseignants de la langue corse à l'université, m'ont relu, il y a eu quelques corrections qui ont été faites, mais globalement, c'est pas le corse du village d'il y a 100 ans, c'est clair, hein, c'est un corse possible, un corse peut-être d'aujourd'hui, c'est ma façon de le parler, c'est ce que je pense en avoir compris, et puis bon, tous les jours après... C'est peut-être ça l'héritage au fond que tu laisses à ton fils, à ta fille, donc qui est née il n'y a pas très longtemps. Justement, c'est cet héritage que peut-être tu leur transmets d'une certaine façon, c'est-à-dire un Corse qui se modernise, qui vit avec son temps et qui est dans une créativité vivante et qui n'est pas quelque chose qui est du domaine du passé peut-être. Voilà, c'est ça. Je me dis qu'il vaut mieux ça que rien. Et même si je sais pas, mes concours tous mes concours anciens, mais j'essaie de laisser quelque chose et d'être un maillon dans une chaîne avec l'énergie qu'on a aujourd'hui dans notre société qui est plutôt positive. Hein. Enfin, plutôt qui est positive. En tout cas, merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On va peut-être se quitter sur quelques dates de prochaines expositions, des prochaines rencontres. Alors les dates, sortie du livre fin septembre, probablement une exposition sur Ajaccio entre le mois d'octobre et le mois de novembre. On est en train de goupiller ça, notamment pour célébrer et accompagner la sortie de ce livre avec Armin et les membres du groupe maintenant. Donc voilà, tout ça entre octobre et novembre, on devrait avoir une actualité un peu plus dense que d'ordinaire et du coup à suivre les dates sûrement sur les Facebook et différents réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Yannick Stara, merci beaucoup Vanina, et puis on se retrouve dans un petit mois. Merci, au revoir.